Les histoires fantastiques de Mama Aya. Lydiane avait appris à vivre dans le silence. Pas le silence paisible des dimanches matins, non. Le silence lourd, celui qui écrase la poitrine et étouffe les mots avant même qu'ils ne franchissent les lèvres. Depuis son mariage avec Mathurin, sa vie s'était transformée en une longue suite de renoncements. Elle qui avait été secrétaire à l'hôpital, elle qui aimait son travail, elle qui gagnait son propre argent, n'était plus qu'une ombre dans sa propre maison. 4 enfants, 4 bouches à nourrir, 4 pères dieux qui la regardaient avec espoir chaque matin et chaque soir avec un peu moins de lumière. Mathurin n'était pas un mari violent au sens où on l'entend habituellement. Il ne levait pas souvent la main. Non, sa violence était d'une autre nature, plus insidieuse, plus destructrice. C'était celle du contrôle absolu, de l'argent retenu, des décisions imposées sans discussion. Dès le 3e mois de leur mariage, il avait posé son verdict. Une femme mariée n'a rien à chercher dehors. Ta place est ici, avec les enfants. Elle avait essayé de protester, de lui faire comprendre que son salaire les aidait, que cela leur permettrait de vivre mieux. Mais Mathurin avait cette façon de la regarder, ce mélange de mépris et d'autorité qui coupait court à toute conversation. « Tu discutes mes décisions maintenant ? Tu veux me ridiculiser devant tout le monde ? Non, je veux juste qu'on vive bien. Mon salaire pourrait... » « Ton salaire ? C'est moi l'homme de cette maison. C'est moi qui décide. Point final. » Elle avait démissionné. Elle avait abandonné son indépendance, ses collègues, cette partie d'elle-même qui existait en dehors des murs de cette maison. Et depuis, elle survivait. Chaque repas était une bataille silencieuse. Mathurin exigeait de la viande, du poisson frais, des légumes variés. Pour lui. Toujours pour lui. Les enfants se contentèrent de ce qui restait, quand il restait quelque chose. Souvent, Lydiane les regardait manger du riz blanc avec un peu de sauce. Et elle sentait son cœur se briser un peu plus chaque jour. Elle-même sautait des repas, prétextant qu'elle n'avait pas faim, pour que ses enfants aient au moins un peu plus dans leur assiette. Le plus jeune, Arnaud, avait 5 ans. Il demandait souvent pourquoi papa mangeait de la viande, et pas eux. Lydiane ne savait jamais quoi répondre. Elle inventait des excuses, des mensonges, pour protéger l'image de leur père. Mais chaque mensonge lui coûtait un peu plus de dignité. « Pourquoi tu achètes toujours les mêmes choses ?» lui reprochait Mathurin en fixant son assiette. « Tu ne sais même pas cuisiner correctement. » Elle baissait la tête. Elle ne répondait plus. À quoi bon lui expliquer qu'avec l'argent qu'il lui donnait, elle ne pouvait même pas acheter de quoi faire un vrai repas pour toute la famille? À quoi bon lui dire que pendant qu'il se plaignait, les enfants avaient le ventre vide? « Si tu savais gérer, on ne serait pas dans cette situation, » ajoutait-il en se levant de table. Elle serrait les poings sous la table. Elle comptait jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 100. Elle se disait que ça passerait, que demain serait peut-être différent. Mais demain était toujours pareil. Sa mère avait fini par comprendre. Sans un mot, elle venait déposer des sacs de provisions devant la porte, tôt le matin, avant que Mathurin ne parte au travail. Du riz, de l'huile, quelques légumes. C'était leur bouée de sauvetage. Lydiane avait aussi commencé à vendre des petites choses, en ligne, en cachette. Des vêtements d'occasion, des bijoux fantaisie, quelques billets gagnés par-ci par-là, qu'elle cachait dans une boîte à chaussures sous son lit. De quoi acheter du pain, du lait pour les enfants, des cahiers pour l'école. Mais demander de l'argent à Mathurin relevait du calvaire. Chaque fois qu'elle osait formuler une demande, c'était comme si elle l'agressait personnellement. « Encore ? Tu as eu de l'argent la semaine dernière ? » « Les enfants ont besoin de chaussures, Mathurin. Regarde celles de ton fils, elles sont trouées. »« Tu gaspilles tout ce que je te donne. C'est ton problème, si tu ne sais pas gérer. »« Mathurin, regarde les pieds de ton fils. Il a mal quand il marche. »« Arrête de dramatiser. Quand j'étais petit, je marchais pieds nus. Et je ne me plaignais pas. »
Elle encaissait. Elle serrait les dents. Elle ravalait sa colère, sa frustration, sa honte. Les enfants assistaient parfois à ces scènes. Ils baissèrent la tête, gênés, humiliés. L'aînée, Marianne, avait commencé à refuser d'aller à l'école certains jours, honteuse de ses vêtements trop usés, de ses chaussures qui prenaient l'eau à chaque pluie. Jusqu'au jour où elle avait découvert la vérité. Une vérité si révoltante qu'elle avait failli vomir. C'était un dimanche après-midi. La belle-mère de Lydiane était venue rendre visite, accompagnée de ses 2 filles. Elles étaient arrivées comme toujours, en grandes dames, les bras chargés de sacs de course. Des vêtements neufs, des chaussures de marque, du maquillage. Elles riaient fort, parlaient de leurs projets, de leurs sorties. Pendant ce temps, Lydiane préparait le thé avec les dernières feuilles qu'elle avait pu acheter. « Tu as vu mon nouveau sac ?» disait l'une des sœurs en le montrant fièrement. « Il coûte une fortune, mais Mathurin m'a aidé à l'acheter. »« Moi aussi, il m'a donné de l'argent pour mes nouvelles chaussures. » ajoutait l'autre en riant. Lydiane s'était figée derrière la porte de la cuisine. « Heureusement que notre frère nous aide tous les mois. Sans lui, je ne sais pas comment on ferait. »« C'est un bon fils, » avait ajouté la belle-mère avec fierté. « Toujours là pour sa famille. » Lydiane avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'était appuyée contre le mur, les jambes tremblantes. Elle avait attendu qu'elle parte, puis elle était allée s'enfermer dans la salle de bain. Elle avait pleuré en silence, les mains plaquées sur la bouche pour ne pas que les enfants l'entendent. Mathurin donnait de l'argent. Beaucoup d'argent. À sa mère, à ses sœurs, tous les mois. Pendant que ses propres enfants mangeaient du riz blanc et portaient des chaussures trouées. Pendant qu'elle devait mendier pour des cahiers d'école. Ce soir-là, elle l'avait attendu. Elle tremblait, mais elle devait savoir. « C'est vrai ce que j'ai entendu aujourd'hui? Tu donnes de l'argent à ta famille ?» Mathurin avait haussé les épaules, sans même la regarder. « Et alors? Ce sont ma mère et mes sœurs. C'est normal que je les aide. »« Et tes enfants? Tu trouves ça normal qu'ils n'aient rien à manger pendant que ta famille se promène avec des sacs de shopping ?» Il s'était tourné vers elle, le visage dur. « Mes enfants ont un toit sur la tête et de quoi manger. Arrête de te plaindre tout le temps. »« Un toit? De quoi manger? Tes enfants mangent du riz blanc depuis des semaines. Ton fils a des chaussures trouées. Ta fille refuse d'aller à l'école parce qu'elle a honte de ses vêtements. Tu exagères comme toujours. Tu veux juste me culpabiliser. »« Te culpabiliser? Tu donnes des centaines à ta mère et tes sœurs pendant que tes propres enfants ont faim. » Il s'était levé brusquement, le visage rouge de colère. « Ma famille, ce sont mes affaires. Tu n'as rien à dire là-dessus. Tes affaires? Et nous alors? On n'est pas ta famille? Tais-toi, tu me fatigues avec tes histoires. » Elle avait voulu hurler, elle avait voulu lui jeter toute sa rage à la figure. Mais elle n'avait plus de force. Elle était partie se coucher, le cœur en miettes. Le lendemain, elle était allée voir sa belle-mère. Elle avait besoin de comprendre, besoin de savoir si cette femme avait la moindre idée de ce qu'elle vivait. Elle avait trouvé la vieille dame dans son salon, confortablement installée dans un nouveau canapé. « Vous savez que vos petits-enfants n'ont presque rien à manger? Vous savez que je dois mendier de l'argent pour leur fourniture scolaire ?» La belle-mère l'avait regardée avec froideur, sans même poser sa tasse de thé. « Tu n'as pas à regarder ce qu'il fait de son salaire. C'est son argent. Il en fait ce qu'il veut. »« Mais ses enfants sont nourris et habillés. Tu dramatises toujours tout. Tu veux qu'on croie que mon fils laisse ses enfants mourir de faim? Tu cherches à nous humilier? » ?»« Je ne cherche rien. Je vous dis juste la vérité. Ta vérité, c'est que tu ne sais pas gérer. Mon fils gagne bien sa vie. Si tes enfants manquent de quelque chose, c'est parce que tu ne sais pas tenir un foyer correctement. » Lydiane était rentrée chez elle avec le sentiment d'avoir été giflée. Personne ne la croyait. Personne ne voulait voir. Sa souffrance était invisible, niée, minimisée. Elle était seule face à cette injustice.
et personne ne viendrait à son secours. Les jours suivants avaient été encore plus difficiles. Elle regardait ses enfants maigrir, perdre leur joie de vivre. Marianne avait développé des migraines fréquentes. Le petit Arnaud pleurait souvent la nuit, le ventre vide. Les deux autres, Cédric et Noël, étaient devenus silencieux, comme résignés à leur sort. Et puis un soir, Mathurin était rentré avec une annonce qui avait achevé de détruire ce qui restait de leur mariage. « J'ai décidé de prendre une seconde épouse. » Lydiane avait cru mal entendre. Elle l'avait fixé, incrédule, la cuillère en bois encore à la main. « Quoi ? Tu as bien entendu, une seconde épouse. Tu ne remplis plus ton rôle correctement. J'ai besoin d'une femme qui sait s'occuper d'un foyer. » Elle avait ri. Un rire amer, sans joie, qui résonnait étrangement dans la cuisine. « Tu n'arrives même pas à nourrir tes enfants avec une seule femme ? Et tu veux en prendre une deuxième ?» Le visage de Mathurin s'était assombri. « Tu es méchante. Tu veux empêcher mon bonheur. Ton bonheur. Et le mien. Et celui de tes enfants. Tu penses toujours à toi. Une vraie épouse accepterait avec joie. Elle comprendrait que c'est dans notre tradition. » La tradition ? La tradition, c'est aussi de nourrir ses enfants avant de penser à se marier une deuxième fois. Il avait levé la main et elle avait reculé instinctivement. Mais le coup n'était jamais venu. Il s'était contenté de la regarder avec dégoût avant de partir dans sa chambre. Le lendemain, la belle-mère avait débarqué, accompagnée de ses filles. Elles étaient venues en renfort, comme une armée mobilisée pour mater une rébellion. « Tu devrais avoir honte. Une épouse digne de ce nom accepte la volonté de son mari. Une épouse digne de ce nom ne laisse pas ses enfants mourir de faim. Tu exagères toujours. Tes enfants vont très bien. » « Très bien ? Venez voir leurs côtes qui se dessinent sous leur peau. Venez voir les trous dans leurs chaussures. Tu cherches à humilier mon fils devant tout le monde. Tu es une mauvaise femme. » « Mauvaise femme ? C'est moi qui essaie de garder mes enfants en vie, pendant que vous vous promenez avec l'argent qui devrait leur servir. » Le ton était monté. Les voisins avaient commencé à regarder par leurs fenêtres. Mais la belle-mère n'en avait que faire. Elle avait continué à hurler, à accuser Lydiane de tous les maux, à la traiter de jalouse, d'égoïste, de femme ingrate. Lydiane n'avait plus rien dit. Elle savait qu'elle était seule. Complètement seule. La seconde épouse était arrivée 3 semaines plus tard. Elle s'appelait Salima. Grande, la peau sombre, le regard ferme. Elle n'avait pas souri en entrant dans la maison. Elle avait simplement regardé autour d'elle, observé les murs défraîchis, les meubles usés, les enfants qui la fixaient avec méfiance. Puis s'était tournée vers Mathurin. « Ma chambre ?» Il lui avait montré une pièce au fond de la maison. Salima avait hoché la tête, était entrée avec son unique valise et avait refermé la porte. Pas de politesses inutiles, pas de tentative de sympathie. Juste une présence nouvelle, froide, intimidante. Lydiane l'avait observée pendant les premiers jours. Salima ne parlait presque pas. Elle préparait ses repas elle-même, mangeait seule dans sa chambre et ne sortait que pour aller aux toilettes ou prendre sa douche. Elle ne cherchait ni à s'imposer, ni à créer des liens. Elle ne regardait même pas les enfants. C'était troublant et effrayant à la fois. Mathurin, lui, semblait satisfait. Il allait voir Salima dans sa chambre le soir, ressortait tard dans la nuit. Il avait l'air fier, comme s'il avait enfin réussi à prouver quelque chose. Jusqu'à ce soir-là. Lydiane était dans sa chambre avec les enfants quand elle avait entendu des voix. Mathurin et Salima. Le ton montait rapidement. « Je t'ai demandé de l'argent pour les courses. J'en ai besoin. Je t'ai déjà donné de l'argent ce mois-ci. » « Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus. »« Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? Tu viens d'arriver et tu commences déjà à exiger des choses ? » ?»« J'exige ce qui est normal. Si tu veux que je cuisine, il me faut de l'argent pour acheter ce qu'il faut. » Il y avait eu un bruit sourd, comme un meuble qu'on déplace brusquement, puis un gémissement étouffé. Mais ce n'était pas la voix de Salima, c'était celle de Mathurin.
Lydiane s'était figée. Elle avait collé son oreille contre le mur. Silence. Un silence pesant, effrayant. Puis des pas. La porte de la chambre de Salima qui se refermait calmement. Lydiane était restée éveillée toute la nuit, se demandant ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Mathurin marchait bizarrement. Il évitait de croiser le regard de Lydiane. Il avait une marque rouge sur le bras et semblait avoir du mal à le bouger normalement. Salima, elle, était sortie tôt et était rentrée avec plusieurs sacs de provisions. Et puis, l'après-midi même, elle était venue voir Lydiane dans la cuisine. Elle avait posé une liasse de billets sur la table, sans un mot. Lydiane avait écarquillé les yeux. « C'est pourquoi ? » ?»« Pour les courses. Tu cuisines 4 jours, je cuisine 3 jours. Voilà ta part. » Lydiane avait regardé l'argent, puis Salima. C'était 6 fois plus que ce que Mathurin lui donnait habituellement en un mois entier. « Mais comment tu as eu ça ?» Salima avait haussé les épaules. « Ce n'est pas ton problème. Prends-le et nourris les enfants correctement. » Elle était repartie sans un mot de plus. Lydiane était restée là, les billets entre les mains, complètement désorientée. Qui était cette femme ? Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines, fascinantes et mystérieuses. Les semaines suivantes avaient été surréalistes. Salima ne parlait toujours presque pas, mais elle donnait régulièrement de l'argent à Lydiane. Beaucoup d'argent. Les enfants mangeaient enfin, à leur faim. Ils avaient de la viande, des fruits, du lait. Lydiane voyait leurs joues reprendre des couleurs, leurs yeux retrouver leur éclat. Le petit Arnaud avait recommencé à jouer, à rire. Marianne était retournée à l'école avec la tête haute. Elle ne savait pas comment réagir. Elle était à la fois soulagée et méfiante. Comment Salima obtenait-elle cet argent de Mathurin ? Lui qui refusait systématiquement de donner ne serait-ce qu'un billet de plus ? La réponse était venue un soir, juste avant la rentrée scolaire. Lydiane avait besoin d'argent pour les fournitures des enfants. Elle était allée voir Mathurin, comme d'habitude, en s'attendant à la scène habituelle. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, elle avait entendu la voix de Salima derrière elle. « Les enfants ont besoin de fournitures pour l'école. Donne-lui l'argent. » Mathurin avait levé les yeux, agacé. « Je n'ai pas d'argent pour ça maintenant. »« Tu en as. Donne-le. »« Je te dis que non. J'ai d'autres dépenses. » Salima s'était avancée, calmement, sans élever la voix. Elle avait attrapé le bras de Mathurin, le même qu'elle avait déjà tordu, et l'avait plié dans un angle qui avait fait grimacer l'homme. « Tu crois que c'est le voisin qui va s'en occuper ?» Mathurin avait gémi, le visage contracté de douleur. « Arrête, arrête, tu me fais mal. L'argent, maintenant. D'accord, d'accord, lâche-moi. » Il avait sorti son portefeuille d'une main tremblante et avait tendu plusieurs billets à Lydiane. Salima avait lâché son bras et était repartie sans un regard en arrière. Lydiane était restée figée, les billets à la main, les yeux écarquillés. Mathurin se massait le bras, le visage rouge de honte et de colère. Mais il n'avait rien dit. Il s'était contenté de partir dans sa chambre en claquant la porte. Ce soir-là, Lydiane n'avait pas dormi. Elle repensait à tout ce qu'elle avait vécu, à toutes ces années de soumission, de peur, de honte. Et cette femme, Salima, avait obtenu en quelques secondes ce qu'elle n'avait jamais pu obtenir en des années de supplication. Elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou humiliée par sa propre faiblesse. Les fêtes de fin d'année approchaient. Les enfants parlaient de jouets, de nouveaux habits, de gâteaux. Lydiane savait qu'elle n'aurait jamais assez d'argent pour tout ça, même avec ce que Salima lui donnait. Mais cette fois, elle n'eut même pas besoin de demander. Un matin, Salima était venue la voir. « Fais une liste de ce dont les enfants ont besoin pour les fêtes. » « Une liste ? » ?»« Oui. Vêtements, jouets, tout. Fais-la et donne-la-moi. » Lydiane avait obéi, encore sous le choc.
Elle avait écrit tout ce dont les enfants rêvaient, en se disant que c'était ridicule, que jamais Mathurin n'accepterait. Des chaussures neuves pour chacun, des vêtements, des jouets, de quoi préparer un vrai repas de fête. Mais Salima avait pris la liste sans sourciller, était allée voir Mathurin, et cette fois, Lydiane avait tout entendu. « Les enfants veulent ces choses pour les fêtes. Tu vas les acheter. »« Quoi ? Tu es folle ? Tu as vu le prix de tout ça ? C'est impossible !»« Je m'en fiche. Achète. »« Non, c'est hors de question. Tu te prends pour qui ?» Il y avait eu un bruit de lutte, des meubles qui bougeaient, Mathurin qui criait, puis le silence, et enfin sa voix, brisée, suppliante. « D'accord, d'accord, je vais acheter. Mais lâche-moi, je t'en supplie. » Le lendemain, il était rentré avec tout ce qui était sur la liste. Les yeux des enfants avaient brillé de bonheur pour la première fois depuis des années. Ils avaient sauté partout, embrassé leur mère, remercié encore et encore. Lydiane avait regardé Salima, qui arrangeait calmement les paquets sur la table, et elle s'était demandé qui était vraiment cette femme. D'où venait cette force, cette capacité à plier Mathurin comme une simple branche? Mais la belle famille, elle, n'avait pas tardé à réagir. La mère de Mathurin avait débarqué un après-midi, accompagnée de ses 2 filles. Elles étaient furieuses, les yeux injectés de colère. « Mathurin ne nous aide plus. Il a arrêté de nous donner de l'argent. C'est quoi cette histoire ?» Lydiane n'avait rien dit. Elle s'était contentée de baisser la tête, comme elle le faisait toujours. Mais Salima, elle, s'était avancée lentement vers la belle-mère. « C'est moi qui ai arrêté ça. » La belle-mère l'avait fusillée du regard. « Qui tu crois être pour décider à la place de mon fils ? Sa femme. Et il a des enfants à nourrir avant de nourrir des femmes adultes qui peuvent travailler. Tu oses nous parler comme ça ? Tu ne sais pas qui nous sommes. Nous sommes sa famille. » Salima avait souri. Un sourire froid, sans chaleur, qui avait fait frissonner tout le monde dans la pièce. « Je sais exactement qui vous êtes. Des profiteuses qui vivent sur le dos d'un homme pendant que ses enfants meurent de faim. Mais ça, c'est fini. Terminé. Comment oses-tu ? Tu vas voir. On va parler à Mathurin. Il va te remettre à ta place. Allez-y, il est dans sa chambre. Mais je vous préviens, il ne changera rien. Absolument rien. » La belle-mère avait foncé vers la chambre de Mathurin, suivie de ses filles. Lydiane les avait entendues frapper à la porte, crier son nom, supplier, menacer. Mais il n'avait pas répondu. Il était là, derrière cette porte, mais il n'avait pas ouvert. Il les avait laissés hurler, supplier, menacer. Il n'avait rien fait. Il était devenu invisible, lâche, pathétique. Finalement, elles étaient reparties, folles de rage, en lançant des malédictions sur la maison, sur Salima, sur cette union maudite. Salima les avait regardées partir sans broncher, puis était retournée à ses occupations comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Mathurin avait tenté un coup désespéré. Il était venu voir Lydiane, le visage suppliant, presque pitoyable. « Lydiane, il faut qu'on parle. »« De quoi ? » ?»« De Salima. Je veux qu'elle parte. Cette femme est un démon. » Lydiane avait levé les yeux, surprise. « Qu'elle parte ? » ?»« Oui. C'était une erreur de la prendre comme seconde épouse. Je m'en rends compte maintenant. Toi et moi, on peut recommencer. On peut être heureux, comme avant. Je te promets que tout va changer. » Lydiane avait failli rire. « Comme avant ? Quel avant ? Celui où elle crevait de faim avec ses enfants pendant qu'il gâtait sa famille ? Celui où elle devait mendier de l'argent pour des cahiers d'école ? Non. » « Comment ça, non ? » « Salima reste. Si tu la renvoies, je pars avec les enfants. » Mathurin avait blêmi. « Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as nulle part où aller. »« Oh si, je peux. Et tu sais ce qui se passera si je pars ?
Tout le monde saura pourquoi. Tout le monde saura que tu laissais tes enfants mourir de faim pendant que ta mère et tes sœurs se baladaient en habits de marque. Tout le monde saura quel genre d'homme tu es vraiment. Tu n'oserais pas. Tu me ferais honte devant tout le monde. Essaie de renvoyer Salima. Tu verras si j'ose. Il avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Ses épaules s'étaient affaissées. Il était parti, vaincu, humilié. Et Lydiane, pour la première fois depuis des années, avait senti qu'elle reprenait le contrôle de sa vie. Elle avait même ajouté, alors qu'il s'éloignait, « Et si tu continues à insister, j'appelle Salima maintenant. Tu veux vraiment qu'on ait cette conversation tous les trois ?» Mathurin avait accéléré le pas sans se retourner. Les semaines suivantes, quelque chose avait changé dans la maison. Lydiane avait commencé à organiser la dot pour Salima, comme c'était la tradition. Mais elle ne l'avait pas fait par obligation. Elle l'avait fait par respect, par reconnaissance. Salima avait fait plus pour elle et ses enfants, en quelques mois, que Mathurin en des années. Et puis, un jour, elle avait annoncé qu'elle retournait travailler. Mathurin avait essayé de s'y opposer, mais un seul regard de Salima l'avait fait taire immédiatement. Lydiane avait retrouvé son poste de secrétaire à l'hôpital. Elle gagnait à nouveau son propre argent. Elle pouvait acheter ce qu'elle voulait pour ses enfants, sans avoir à demander la permission à personne. C'était une liberté qu'elle avait oubliée, et qui lui revenait comme un cadeau inestimable. Salima, de son côté, s'était occupée des enfants pendant que Lydiane travaillait. Et quand Lydiane rentrait, elle partageait les tâches. Elle ne parlait alors pas beaucoup, mais elle n'en avait pas besoin. Elles se comprenaient. Elles étaient devenues alliées, sans jamais l'avoir vraiment planifié. Quelques mois plus tard, Salima avait elle aussi trouvé du travail. Une petite entreprise qui cherchait une gérante. Elle était partie chaque matin, revenait chaque soir et contribuait aux dépenses du foyer. Mathurin, lui, était devenu transparent. Il gérait toujours son salaire, mais maintenant, il n'avait plus le choix. Il devait donner sa part pour les enfants, pour la maison, pour ses femmes. Salima veillait au grain, et lui n'osait plus rien refuser. La belle famille avait essayé de revenir plusieurs fois. Elles avaient lancé des malédictions, accusé Salima d'être une sorcière, une femme maléfique qui avait détruit leur famille. Mais personne ne les écoutait plus. Les gens du quartier savaient maintenant la vérité. Ils avaient vu les enfants reprendre du poids, sourire à nouveau. Ils avaient vu Lydiane retrouver sa dignité. Et ils comprenaient que Salima n'était pas le problème. Elle était la solution. La belle-mère et ses filles avaient fini par se trouver du travail, contraintes et forcées. Plus personne ne les aidait. Elles travaillaient maintenant dans un marché, vendant des légumes, et elles avaient arrêté de venir mendier chez Mathurin. Mathurin vivait maintenant dans une maison où il n'était plus le roi. Il était juste un homme parmi d'autres, avec des responsabilités qu'il ne pouvait plus fuir. Il regardait parfois Lydiane avec quelque chose qui ressemblait à du regret, mais elle ne lui accordait plus aucune attention. Elle avait tourné la page, son cœur était ailleurs, concentré sur ses enfants et sur cette nouvelle vie qu'elle construisait. Les enfants grandissaient, heureux, nourris, habillés correctement. Ils allaient à l'école avec tout ce dont ils avaient besoin. Ils riaient à nouveau. Ils avaient retrouvé leur insouciance. Marianne était devenue première de sa classe. Cédric et Noël participaient aux activités scolaires. Le petit Arnaud ne pleurait plus la nuit. Et Lydiane, elle, avait retrouvé sa dignité, son identité, sa force. Salima restait une énigme. Elle ne parlait toujours pas beaucoup. Elle ne cherchait pas à se faire aimer. Mais elle était là, solide, inébranlable. Une présence rassurante dans le chaos qu'avait été la vie de Lydiane. Un soir, alors qu'elles préparaient le dîner ensemble, Lydiane avait osé poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis des mois. « Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu m'as aidée ?» Salima avait continué à couper ses légumes sans lever les yeux. « Parce que c'était juste. » « Juste comment? Un homme qui ne nourrit pas ses enfants n'est pas un homme. Il fallait qu'il apprenne. Et vite. »
Et tu savais comment il était avant de venir? Non. Mais j'ai compris vite, très vite. Et je ne supporte pas l'injustice. Jamais. Lydiane avait hoché la tête. Elle avait compris. Salima n'était pas venue par amour pour Mathurin. Elle était venue parce qu'elle avait besoin d'un toit, peut-être, ou pour d'autres raisons qu'elle gardait pour elle. Mais une fois sur place, elle avait vu la réalité, et elle avait décidé d'agir, à sa manière. Brutale, efficace, sans pitié pour ceux qui méritèrent d'être remis à leur place. Et Lydiane lui en serait éternellement reconnaissante. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais tolérer l'injustice dans votre propre foyer. Une famille se construit sur le respect, l'équité et la responsabilité partagée. Si quelqu'un essaie de vous réduire au silence, de vous priver de votre dignité ou de négliger vos besoins et ceux de vos enfants, au profit d'autres personnes, vous avez le droit de vous lever et de dire non. N'ayez pas peur de prendre les décisions nécessaires pour protéger votre bien-être et celui de ceux que vous aimez. La vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à défendre ce qui est juste, même quand tout semble perdu. C'était votre conteuse, Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.